courant de la formation. Merci Tina. Merci beaucoup, Sylvie. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Un grand merci à Pensbury Attorneys and Solicitors. Un grand merci aux autres organisateurs, à l'Africa Arbitration Academy, l'AIA. C'est génial de participer à cette formation. Je vois d'ores et déjà les questions très intéressantes des participants. Je me réjouis du temps qu'on aura libre à la fin pour discuter. Je vais essayer de faire une présentation plutôt courte afin qu'on ait ce temps-là. Alors, Andrea, désolée, j'ai mal à la gorge aujourd'hui, donc je vais boire de l'eau constamment. J'espère que ça ne vous dérange pas. Andrea a fait une très bonne introduction sur comment se fait le passage d'un monde présentiel à un monde virtuel qu'on a tous expérimenté un peu plus, un peu moins les 2 dernières années. Et c'est notre quotidien. En tant qu'avocat ou arbitre, ou avocat praticien de l'arbitrage ou arbitre, c'est notre quotidien vraiment. C'est les questions qu'on se pose tous les jours, c'est la manière avec laquelle on assiste à la résolution des litiges. Maintenant, néanmoins, j'aimerais faire un pas en arrière et plutôt qu'expliquer dans le fond comment ça se fait, qu'est-ce qu'on fait, etc., vous prendre avec moi pour un tour des pratiques actuelles, des pratiques en ligne, de l'arbitrage en ligne. Quelle est l'offre qui existe, de la médiation en ligne, comment ça se passe, quelle est l'offre qui existe pareil, et puis ouvrir un peu la fenêtre de la résolution automatisée des litiges. Voilà, on part pour notre tour. Il s'agit bien évidemment d'un tour virtuel. Le moment l'oblige, les circonstances l'obligent. Et donc là, comme vous avez vu le plan, on peut changer les slides pour parler tout d'abord de la médiation en ligne. Si tu peux passer encore une fois, merci beaucoup. Encore un slide. Super. Donc, très rapidement, j'aimerais vous présenter en général comment ça se passe, une procédure de médiation. Et peut-être vous avez déjà participé à des procédures de médiation, mais dans les doutes, je pense que c'est utile d'expliquer au préalable de quoi on parle. Et donc, c'est une procédure très souple. Et s'agissant de cet aspect-là, potentiellement, c'est un peu difficile de la schématiser et dire comment exactement ça se passe, parce que c'est exactement ça son intérêt, c'est qu'une procédure de médiation peut différer d'une autre selon les besoins des parties ou c'est dont les parties ont besoin pour cette affaire ou l'habitude de faire. Mais généralement, les parties vont saisir le médiateur et il y aura une première réunion de médiation où le médiateur va se présenter, les parties vont se présenter, les parties vont exposer les litiges entre elles et qui pourra par ailleurs être aussi exposé par écrit au médiateur. Et les parties et les médiateurs vont se mettre d'accord sur les protocoles à suivre, sur les étapes à suivre et les règles qui seront applicables à la médiation. Et après cette première réunion, les parties pourront, soit par écrit, soit lors d'une autre réunion, exposer plus en détail leur position et la balle entre dans le camp du médiateur qui va devoir penser au litige, les reformuler reformuler les positions des parties d'une manière à dédramatiser les litiges et va transmettre aux parties des positions, des directions vers lesquelles la solution pourrait se matérialiser. Et suite à ça, il y a plusieurs entretiens, une série d'entretiens déjà individuels entre le médiateur et une des parties pour discuter des potentielles issues du litige et suivi par des entretiens entre tous les parties et le médiateur durant lesquels on voit plus en détail les difficultés et les solutions. Et si tout se passe bien, un peu plus tard, il y aura un accord
et un protocole d'accord qui sera signé par les parties. Plusieurs États nationaux prévoient que cet accord-là sera aussi homologué par les médiateurs afin d'avoir une force particulière. Et c'est le cas dans l'espace OHADA notamment. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on parle de médiation en ligne? Est-ce que c'est vraiment différent? Il n'y a pas de réunion physique. Le médiateur ne va pas se retrouver avec les parties dans une salle et après sortir de cette salle pour avoir des réunions avec chacune des parties séparément dans une salle adjacente. Mais on aura de pièces artificielles, de pièces virtuelles, pardon, sur une plateforme de médiation ou sur Zoom si on n'a pas de plateforme particulièrement pour la médiation. Et les documents, de toute façon, sont transmis la plupart des fois par email ou via une plateforme. Donc, finalement, on parle là d'un système qui facilite un peu les échanges entre les médiateurs et les parties, surtout dans la médiation internationale, les médiateurs et les parties sont basés à des endroits éloignés les uns et les autres. Et puis, un système qui permet que tous les documents soient envoyés par email ou via la plateforme plutôt que copie papier, etc. Maintenant, donc on voit que la médiation en ligne est pratiquement, en essence, la même chose que la médiation en présence physique de participants. Il s'agit juste d'une manière de gérer la procédure différemment. Qu'est-ce qu'il y a comme... J'aimerais bien vous donner un ou deux exemples de la médiation en ligne. Qu'est-ce qu'il est offert? L'exemple européen est indiqué sur les slides que vous voyez maintenant sur vos écrans. Et plusieurs droits nationaux, enfin, tous les droits nationaux pratiquement européens prévoient que les consommateurs dans les litiges de consommation ont le droit de saisir un médiateur et plusieurs droits nationaux prévoient même que le médiateur, cette médiation ne va coûter rien aux consommateurs et elle peut toujours être disponible à l'initiative, à être engagée à l'initiative de celui-ci. L'Union européenne a mis en place une plateforme centralisée RLL, Règlement des litiges en ligne. Il s'agit pratiquement d'un guichet unique qui permet aux consommateurs et aux commerçants de l'Union européenne de résoudre leurs conflits. Comment ça se passe? Le cyberconsommateur va introduire une réclamation en ligne sur la plateforme va informer le professionnel concerné. Si le dernier le souhaite, on peut avoir un échange de messages en présence avec... et les parties peuvent avoir des réunions en ligne, déjà pour tenter de résoudre leurs litiges en négociation. S'ils ne trouvent pas d'accord, ils peuvent saisir un des organismes de médiation nationaux qui sont connectés à la plateforme. Donc, on part sur une médiation en ligne. Et bien évidemment, si la médiation n'est pas... ne mène pas de résultats, les parties peuvent, ou les consommateurs peuvent saisir le juge national. Un système assez proche. Là, il s'agit juste d'une plateforme qui facilite l'accès à la médiation, à des plateformes nationales de médiation en ligne. Et c'est assez proche au système qui a été mis en place par plusieurs multinationales de la vente internationale. Si on peut changer de slide. Merci beaucoup, Afef. Donc, le pionnier dans ce domaine était peut-être eBay, la multinationale de vente en ligne. Et elle était une des premières entreprises, si ce n'est pas la première, à créer une plateforme électronique dans les années 2000, un peu avant les années 2010 ou dans les années 2010.
est une plateforme de négociation en ligne pour des différents de commerce électronique. Et cette plateforme permettait l'organisation de réunions entre les parties avec la position la possibilité dans une deuxième étape de l'assistance, de la saisie d'un tiers. Ce tiers pourrait être un médiateur ou un expert. Encore une fois, le schéma, il est assez proche à ce qu'on vient de voir. La partie qui a une réclamation va créer un compte sur la plateforme. Aujourd'hui, la plateforme s'appelle Square Trade. Elle va y exposer sa plainte. La plateforme va envoyer une notification à la partie contre laquelle la plainte a été soumise et celle-ci pourra participer à des négociations qui ont lieu en ligne sur la plateforme en question. Et si les parties n'arrivent pas à trouver une solution à leur litige amiable très rapidement, elles peuvent faire appel à un médiateur du Square Trade. Et on parle en général aussi, à cause du fait que le litige, par définition, il est simple, d'une médiation qui en général ne dure pas plus qu'une semaine et une dizaine de jours au maximum. Et de tels systèmes de médiation assez, d'une certaine manière automatisés en ligne, ont été mis en place par d'autres grandes boîtes comme Amazon, Alibaba, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait noter là-dessus? Encore une fois, que la valeur, la plus-value de la plateforme de médiation en ligne consiste à la facilitation de l'échange entre les parties et la mise en place d'un système facile, efficace pour la gestion de la procédure. Et on est dans le même objectif qu'Andrea a déjà évoqué de tout système de règlement virtuel de différends, n'est-ce pas? On met en place ce système-là pour désengorger les tribunaux nationaux qui ont parfois tellement d'affaires qui sont vraiment congestionnés. On évite de perturber la possibilité de résolution de différends qui est causée par des pandémies. Je pense que ça nous rappelle tous quelque chose, mais aussi des problèmes de, je sais pas, de visa, d'annulation de vol, etc. Et limiter les coûts d'accès à la justice. Tout peut se faire de manière électronique. Les parties n'ont pas à payer de frais d'avocat, n'ont pas à se déplacer, etc. J'aimerais maintenant passer à un autre exemple qui est un peu plus novateur, parce qu'on part du paradigme traditionnel de la médiation qu'on transpose seulement dans le monde virtuel d'aujourd'hui, mais on intègre dans la médiation une solution d'intelligence artificielle. Vous avez sur votre écran l'exemple de Smart Settle, qui est exactement une plateforme de négociation et de médiation en ligne, mais qui donne également aux parties la possibilité d'utiliser des solutions d'intelligence artificielle. Expliquons. Lorsque un différent... non, plutôt, qu'est-ce qu'il est requis? Les parties doivent doivent créer un espace sur Smart Settle et qui sera dédié à la différence, aux différends qu'elles ont entre elles. Chacune des parties va indiquer les solutions, de potentielles solutions qu'elle pourrait accepter comme règlement de ces litiges. Lorsque le différend est seulement une question d'ordre monétaire, disons, c'est seulement une question du montant du paiement. Une partie dit tu me dois 100, l'autre partie dit non, je te dois 10. Et l'application en elle-même pourra voir quand les parties sont en train d'avoir de positions rapprochées, parce que chaque partie, bien évidemment, informe les solutions qu'elle pourrait accepter seulement sans les partager, évidemment, avec l'autre partie. Donc, le logiciel peut réagir en disant
attention, là, vous avez une possibilité d'avoir un accord. Lorsque le différend il est un peu plus compliqué, il est aussi possible d'avoir un médiateur de Smart Settle qui va, avec l'aide de l'algorithme, de l'intelligence artificielle, aider le parti à se rendre compte qu'il y a des solutions qu'elle pourrait considérer comme envisageables sont en réalité pas très éloignées et un accord pourrait être trouvé. Et voilà. Et là, je ferme un peu la présentation sur la médiation en ligne en vous ayant expliqué un peu quelques plateformes dédiées qui sont ce qui existe un peu de neuf dans le marché aujourd'hui. Smart Settle, apparemment, ça marche. Il y a des gens qui utilisent déjà cette option. Et sinon, bien évidemment, quand on parle de la médiation plus traditionnelle, les centres de médiation et d'arbitrage prévoient que la médiation puisse se faire de manière électronique. Et les centres, ça peut être aussi les CAMCO à Cameroun, comme d'autres centres spécialisés en médiation. Et j'aimerais passer les slides qui sont juste après, AFEF. Et pareil, lorsqu'il s'agit de ça, je pense qu'on peut discuter plus tard. Je préfère me concentrer maintenant sur les solutions qui existent. Donc, si tu peux pareil, passer ça aussi. Vous aurez les slides, c'est juste des recommandations qui ont été établies sur la médiation en ligne. Et donc, passons maintenant à l'arbitrage en ligne. Et je vais être très rapide parce que voilà, parce qu'on va parler beaucoup d'arbitrage. Je vois de vos questions que l'arbitrage est quelque chose qui vous intéresse et j'aimerais garder un peu plus de temps pour focaliser plus sur l'intelligence artificielle qui est un peu la voie de l'avenir. Et donc, en fait, si tu peux passer encore les slides suivants. C'est un slide ici qui explique le déroulement d'une procédure d'arbitrage, peu importe finalement si la procédure d'arbitrage est en présence physique de participants ou une procédure d'arbitrage en ligne, n'est-ce pas? Le tribunal va être saisi, il y aura une première audience de procédure durant laquelle les règles de la procédure seront établies, le calendrier de procédure, etc. Et le début de l'instance arbitrale est une phase écrite. Les parties vont échanger des plaidoiries écrites en y joignant les rapports d'experts, les attestations des témoins et tout document qu'elles veulent soumettre. Et potentiellement, il y a une phase de production de documents où chacune des parties peut être ordonnée par le tribunal de soumettre à l'autre des parties certains documents qui sont extrêmement importants pour la résolution des litiges et qu'une seule des parties en a accès, y a accès. Et suite à la phase écrite, il y a l'audience qui, traditionnellement, se tient de manière physique, mais c'est tout à fait envisageable et c'est fait de plus en plus d'avoir une audience virtuelle. Et après l'audience, il y a potentiellement des plaidoiries post-audience, des plaidoiries écrites, et pareil, qui peuvent tout à fait avoir lieu électroniquement. Et enfin, les délibérés, pareil, il peut tout à fait avoir lieu par visioconférence ou téléconférence, suivi par la sentence arbitrale. Donc, dans la procédure d'arbitrage en ligne, est-ce qu'on parle d'une différence importante? Non. Non. La procédure est plus ou moins la même, n'est-ce pas? Et les parties vont soumettre leur écriture soit sur une plateforme dédiée, soit par email à tout le monde. Et les audiences ne vont pas se tenir de manière physique, mais par visioconférence ou par téléconférence. Si elles ont lieu, parce que comme André a dit, il y a aussi des arbitrages qui sont résolus, il y a des arbitrages où la sentence est prise suite à des échanges seulement de mémoire écrits.
Et pareil, les délibérés peut avoir lieu de manière électronique aussi. Et comme Andrea l'a indiqué, Andrea nous a donné l'exemple de la CPA et le fait est que beaucoup d'organisations, d'institutions d'arbitrage aujourd'hui vont mettre en place des guidelines, de procédures à l'aide des parties et des tribunaux afin de mettre en place des procédures virtuelles. Et il y a des institutions arbitrales qui vont modifier les règlements afin de mentionner spécifiquement la possibilité de recours à des arbitrages de manière en ligne, enfin, sans présence physique de participants. Et, pardon, il faut qu'on change les slides si c'est possible à FEF. Et qui parfois vont faire une étape, qui parfois vont considérer dans leur position vers les parties et vers les tribunaux qu'au moins pour les petits litiges, il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'audience physique. Je suis actuellement arbitre sur un litige devant la CCJA. Le montant du litige n'est pas très élevé. Le secrétariat de la CCJA a indiqué aux arbitres qu'ils considèrent que ce serait bien si dans cette affaire, au moins s'il y a un vrai besoin, les audiences se tiennent de manière à distancielle. Et on peut passer les slides. Et j'aimerais juste vous parler maintenant de deux autres options, des institutions qui ont été créées pour proposer spécialement des services d'arbitrage en ligne. Vous voyez deux exemples sur votre écran. Le Fast Arbitre, qui a été créé, c'est une initiative en France qui a été créée pour traiter des litiges d'une valeur plutôt moindre. Et il s'agit là d'un arbitrage en ligne, d'un arbitrage qui se déroule sur la plateforme de Fast Arbitre et qui est supposé se dérouler de manière assez rapide et moyennant un coût plutôt modéré. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On est toujours dans un schéma classique. Et simplement, la seule option qui est offerte par ces centres d'arbitrage, c'est l'arbitrage en ligne. Et Kleros, c'est un cas un peu différent. Parce que c'est un arbitrage qui est proposé pour les smart contracts, donc les contrats qui sont basés sur les blockchains. Comment ça se passe, juste pour vous expliquer en essayant de simplifier. Et la partie A et la partie B ont un contrat pour la prestation de services qui se déroule de manière virtuelle. Disons, c'est une prestation sur Internet. Le A ne va pas payer B directement, mais va bloquer le paiement, le paiement qui doit être fait selon les termes contractuels dans les smart contracts qui sera enregistré sur Kleros. Et le paiement ainsi ne pourra pas être débloqué que si la prestation est effectivement fournie. Donc, si un différend apparaît sur la prestation, et Kleros va nommer un tribunal arbitral qui va écouter les positions des parties et rendre une sentence arbitrale. Et c'est suite au rendu de cette sentence arbitrale que Kleros pourra la prendre en considération et débloquer le paiement du smart contract, soit en partie, soit en totalité, soit ne pas le débloquer, dépendant de l'issue, de la conclusion à laquelle est arrivé le tribunal arbitrage. Et voilà, c'est une manière de gérer les conflits de contrats d'un nouveau type, de smart dispute resolution for smart contracts, disons.
Et passons les slides. Je n'aimerais pas parler ni des normes et des recommandations pour la suite, mais vous avez là pour regarder plus tard, ni de pour et de contre des résolutions. On peut parler de tout ça tout de suite. Parlons de ce dernier, exactement, de ce dernier point qui est la résolution automatisée de différends. Alors, et là, on peut passer les slides, merci beaucoup. Très bien. Alors, aujourd'hui, la résolution automatisée des différends est surtout proposée comme une étape préalable à une résolution via la médiation ou via l'arbitrage. Il y a une solution proposée automatisée, et si jamais les parties n'arrivent pas à trouver un règlement, une issue à leur conflit via cette résolution automatisée, elles peuvent toujours soumettre le différend à un arbitre ou à un juge. Et vous voyez sur votre écran un exemple d'une telle offre, c'est Adjusted Winner, qui s'appelle l'algorithme, et qui a été développé pour aider au partage des biens d'une manière équitable, par exemple lors d'une procédure de divorce. Les parties vont désigner les biens partagés. Chacune des parties va informer l'algorithme de sa préférence pour chacun des objets en utilisant un système de points. Chaque partie a, disons, 100 points qu'elle doit distribuer à chaque bien afin de refléter la valeur que le bien représente pour la partie en question. Et une proposition est faite directement par l'algorithme en prenant en compte la valeur relative de chaque bien pour chacune des parties. Si jamais, et c'est là où je vous dis que c'est seulement la première partie de la résolution, si jamais les parties ne sont pas d'accord avec la proposition donc, de l'algorithme, elles peuvent saisir un médiateur qui va les aider davantage pour résoudre leurs litiges. Et la question se pose, et on peut passer les slides, sur est-ce qu'on pourrait envisager un système de résolution finale d'un différend via un système de résolution informatisé. Si les parties sont d'accord, si les parties disent j'aimerais soumettre mon problème à une intelligence artificielle et je suis tout à fait d'accord exécuter la décision de l'algorithme parce que je fais confiance à la technologie. Est-ce que c'est possible? Bon, déjà, ce n'est pas nécessairement possible juridiquement, à l'état actuel des choses. On sait que plusieurs législations nationales ne le permettent pas. La loi type Knudsen, qui a été utilisée comme modèle à plusieurs droits nationaux de l'arbitrage, prévoit, c'est un détail, mais ce n'est pas tellement un détail, que l'arbitre est une personne. Donc, est-ce qu'un algorithme est vraiment une personne? Là, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion. On entre plus dans le domaine de science-fiction si on dit l'inverse. Après, les lois nationales, même si elles ne disent pas que l'arbitre doit être une personne, disent que la décision doit être justifiée très souvent. Or, quand on est dans le domaine de la résolution automatisée, par définition, l'algorithme ne va pas expliquer parce que, va pas donner une liste de justifications pour sa décision. La décision est automatique. Donc, on voit qu'on a des problèmes d'ordre juridique. Après, il y a des problèmes d'ordre éthique ou d'ordre pratique parce que les deux se retrouvent. Un programme IT ne peut pas avoir des notions d'empathie, de morale, etc. La question se pose, non, parce qu'il y a des coders qui vont dire qu'avec le deep learning, on est très proche à avoir un système informatique qui va développer des notions d'empathie, etc. Et une autre difficulté, c'est que un algorithme va tout à fait bien comprendre potentiellement les solutions de la jurisprudence,
mais ne va pas avoir le flair de quand les circonstances le demandent, d'aller au-delà des solutions jurisprudentielles et faire un revirement de jurisprudence, comme le juge national peut le faire. Peut-être c'est un peu plus difficile de demander cela à un algorithme. Et après, bien sûr, on a de vraies questions de, parfois l'algorithme il est secret, parce que c'est vraiment le secret commercial, c'est ça qui lui donne sa valeur commerciale. Or, il peut avoir des biais dans son codage, il peut avoir des biais dans les sources, de la disponibilité des sources, ou aussi du traitement de données qui vont être utilisées comme source pour l'algorithme. Tout ça pour dire qu'on n'est pas très prêt à compter sur des résolutions artificielles comme moyen de résolution finale d'un différend entre les parties. Et j'ai encore un tout petit slide, et je vais terminer avec ça, parce que je n'aimerais pas finir en disant, voilà, ça ne va pas venir tout de suite. J'aimerais parler de là où on voit aujourd'hui une vraie utilité dans les recours à l'intelligence artificielle. Et cette utilité est pour simplifier les litiges et surtout pour aider à la prévention des différends. Et il y a plusieurs sites, je mentionne sur mon écran Predictis qui est un site français, il y en a d'autres. Et il y a d'autres qui sont en train de développement aujourd'hui. Donc, c'est des sites qui vont prendre en compte la jurisprudence existante et évaluer les chances de succès d'une demande et évaluer même au-delà qu'est-ce qu'on peut avoir comme montant raisonnable de dommages et intérêts susceptibles à être obtenus. Et, par exemple, en droit français, on voit que cet outil-là, il est très performant quand il s'agit de questions comme est-ce qu'une certaine situation peut être caractérisée comme faute inexcusable de l'employeur, ou est-ce qu'une rupture de contrat à long terme pourrait être caractérisée comme rupture brutale des relations commerciales. Et si oui, quelle serait la sphère du raisonnable s'agissant du montant du dommage et intérêt? Et pourquoi je dis que c'est utile dans la prévention des différends? Parce que les parties peuvent l'utiliser en amont de lancer une procédure en se disant, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'aller au-delà? Et potentiellement, si elles se rendent compte qu'il y a un risque élevé d'absence de succès, ça peut inciter les parties de donner plus de chances, de focaliser plus sur les négociations ou d'autres solutions à leur litige. Et c'est là que je vais conclure. Je vous ai expliqué, donc, je vous ai parlé un peu de la médiation en ligne, de l'arbitrage en ligne et de la résolution plus automatisée des litiges. Et je suis à votre disposition pour discuter de tout cela davantage après. Merci. Merci beaucoup, Atina. Ton dernier slide vient à bon point parce qu'il y a une question que je ne peux pas laisser passer après ta présentation. Est-ce que finalement la médiation en ligne est adaptée quand on sait que la présence des parties dans la même salle pour une médiation est souvent un facteur clé pour pouvoir arriver à un accord? Ça, c'est très intéressant. Et je parlais très récemment avec un confrère qui a une expérience énorme en médiation, qui me parlait de deux cas de figure. Le cas de figure dont on vient de parler, où effectivement, il y a en face, il y a les parties dans les litiges, c'est des personnes assez raisonnables, deux sociétés commerciales. Le litige n'a pas comment dire, une force émotive, émotionnelle, une charge émotionnelle très importante. Et effectivement, dans des cas comme ça peut être tout à fait utile que les deux CEO se retrouvent dans une salle juste avant, juste après la médiation. Et voilà, ils arrivent à aller à faire un pas de l'avant pour résoudre leur conflit. Mais il y a d'autres types de litiges où la charge émotionnelle est très importante. Et pour ce type de litige, le fait que finalement les échanges se passent par écran interposé peut permettre aux parties d'avoir une position un peu
plus Mesuré. calme, à garder une certaine distance qui peut s'avérer extrêmement utile. Donc, selon lui, et je veux bien le comprendre, c'est au cas par cas. Ça peut effectivement être un inconvénient, la distance, mais, mais bon, c'est toujours un avantage au nouveau coup. Et parfois, ça peut même être un facteur qui va aider la résolution des litiges. Je ne sais pas si Afef ou toi, Sylvie, bien sûr, ou Andrea, vous avez une expérience différente là-dessus.